Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Hamilton et je suis chercheur au CNRS. Ma spécialité, c'est la cosmologie, c'est-à-dire que je cherche à comprendre l'histoire et le contenu de l'univers. Alors, il se trouve que le thème de cette nuit des idées, c'est proche, et précisément, la cosmologie, c'est le contraire de proche. Quand on parle de cosmologie, on parle de distance absolument phénoménale, et donc j'ai décidé d'illustrer un petit peu cette problématique des distances en cosmologie pour vous amener à vous décrire le projet dans lequel je suis impliqué, qui s'appelle Cubic, dont je parlerai à la fin. Alors, un point très important à avoir en tête quand on fait de la cosmologie, c'est que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Elle est très élevée, 300 000 km par seconde, mais pas infinie, de sorte que la lumière met un certain temps à nous parvenir. Dans l'exemple du Soleil, il faut 8 minutes pour la lumière du Soleil pour parvenir jusqu'à nous. Si on regarde l'ensemble du système solaire, il va falloir 4 heures à la lumière pour traverser l'ensemble du système solaire. Maintenant, l'étoile la plus proche de la nôtre, qui s'appelle Proxima Centauri, il va falloir 4 ans à la lumière pour parvenir jusqu'à nous. Passons à des échelles plus grandes. Notre galaxie, notre étoile est l'une des 10 milliards d'étoiles qui sont dans notre galaxie. Eh bien, il faudrait 80 000 ans à la lumière pour traverser l'ensemble de notre galaxie. Passons à une échelle encore plus grande. La galaxie la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, qu'on peut voir l'été quand le ciel est clair depuis l'hémisphère nord, eh bien, il faut 2 millions d'années à la lumière émise depuis la galaxie d'Andromède pour parvenir jusqu'à nous. Donc on commence à se rendre compte que observer loin, ça veut dire voyager dans le temps. De la même manière, si on regarde les galaxies les plus lointaines qu'on connaisse, il va falloir 6 milliards d'années pour que leur lumière parvienne jusqu'à nous. Sachant que l'âge de l'univers aujourd'hui est estimé à environ 13 ou 14 milliards d'années, on voit bien que les galaxies les plus lointaines, on va les observer telles qu'elles étaient, alors que l'univers était beaucoup plus jeune. Maintenant, si on regarde les confins de l'univers, ce qu'on appelle l'horizon cosmique, la partie la plus lointaine de l'univers qu'on puisse observer depuis ici aujourd'hui, eh bien, il faudrait 14 milliards d'années pour cette lumière pour venir jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'on va voir l'univers tel qu'il était dans sa prime enfance, si on regarde sur ces distances-là. Donc la leçon à retenir ici, c'est qu'en regardant des objets distants, on va voir le passé de l'univers, on va observer l'univers à des époques où il était extrêmement différent de ce qu'il était aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on fait en cosmologie pour comprendre l'histoire de l'univers. On va regarder de plus en plus loin, et comme ça on va remonter dans le temps, de plus en plus vers le passé. Alors, cet exercice a commencé typiquement en 1929 avec les observations d'Edwin Hubble, qui a observé des galaxies avec une technique d'observation astronomique qui s'appelle la spectroscopie. C'est-à-dire qu'il va faire passer la lumière de ces galaxies à travers un prisme pour la décomposer dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour ça, il a utilisé un télescope qui était tout nouveau en Californie, au mont Wilson, dans les années 20. Et alors, il va observer des galaxies de plus en plus lointaines et observer le spectre donc, de ces galaxies, c'est-à-dire la distribution de leurs couleurs. C'est ce qu'on voit ici à droite sur ce schéma, où Hubble observe différentes galaxies de plus en plus lointaines, donc qui nous apparaissent de plus en plus petites, puisqu'elles sont de plus en plus loin. Et sur la partie droite, on voit la couleur de ces galaxies, la distribution de leur spectre, qui va de l'ultraviolet jusqu'au rouge. Hubble va s'intéresser à des raies d'absorption dans le spectre de ces galaxies. C'est ce qu'on voit ici sur le petit zoom, où on voit une double raie d'absorption qui est très reconnaissable et qu'il va pouvoir observer pour distinguer, pour identifier cette raie dans chacune des galaxies. Et Hubble va se rendre compte de quelque chose d'absolument étonnant, c'est-à-dire que plus les galaxies sont lointaines, plus cette raie semble décalée dans la direction du rouge, ce qu'on voit sur les différentes galaxies qui sont sur le schéma qu'on voit ici. La première, le décalage est très faible, et puis plus on va à des distances plus lointaines, plus on voit que cette raie est décalée vers le rouge. C'est ce qu'on appelle en anglais le redshift. Et Hubble a découvert ça pour la première fois, et c'était un résultat très étonnant. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien, vous avez déjà tous eu l'expérience suivante. Vous voyez passer une voiture qui klaxonne, et au fur et à mesure que cette voiture klaxonne, le son est décalé. Lorsque cette voiture s'éloigne de vous, le son est décalé vers les sons plus bas. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec la lumière. Quand un objet se déplace, la lumière, s'il s'éloigne de vous, va être décalée vers le rouge. Donc on va pouvoir interpréter ce décalage vers le rouge de la lumière de ces galaxies comme le signe de leur mouvement de fuite
par rapport à nous. Les galaxies s'éloignent de nous avec des vitesses qu'on va pouvoir mesurer à partir de la quantité de décalage vers le rouge qu'on va observer dans ces galaxies. C'est ce que Hubble fait. En même temps que lui, à peu près, un physicien belge nommé Georges Lemaître fait la même chose. Et il découvre ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble-Lemaître, qui nous dit que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont distantes de nous. C'est cette loi de Hubble-Lemaître qui est maintenant très célèbre et qui est à la base de la cosmologie. Alors, j'ai représenté ici, sur la droite de ce petit dessin, chaque point bleu représenterait une galaxie imaginaire. Et puis nous, on se situe sur cette galaxie qui est entourée en jaune. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement augmenter l'échelle de l'image de mes galaxies en changeant leur couleur. Et vous allez voir que cette observation que les galaxies qui apparaissent les plus lointaines s'éloignent de nous d'autant plus vite, eh bien, cette observation correspond au fait qu'en fait, l'univers est en expansion. Ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent vraiment, c'est l'ensemble de l'univers qui voit son échelle augmenter au cours du temps. Alors ça, c'est une observation absolument phénoménale qui est à la base de toute la cosmologie, et en quelque sorte, en cette période de pandémie, on pourrait appeler ça une sorte de distanciation sociale cosmique. Les galaxies s'éloignent les unes des autres au fur et à mesure que le temps passe. Alors, si on remonte le temps, ça veut dire que plus on va vers le passé, plus les galaxies étaient proches les unes des autres. Et alors là, c'est l'idée absolument fantastique qu'a Georges Lemaître à cette époque-là. Plus on remonte dans le temps, plus les choses étaient proches. On va pouvoir même remonter de plus en plus loin, et il va y avoir un moment où tous les objets vont être au même endroit. Si tous les objets se rapprochent les uns des autres, la physique nous dit que la température du milieu va augmenter progressivement. Donc en fait, la densité de l'univers et sa température, plus on va vers le passé, plus elles vont augmenter, comme il est représenté sur ce schéma. Sur la partie, on voit le temps s'écouler dans l'axe des abscisses, et notre époque aujourd'hui est sur la droite du schéma, et puis plus on va vers le passé, plus l'univers est contracté, et donc plus sa température et sa densité, qui sont représentées par la courbe rouge, sont importantes. D'accord ? Il y a un moment où tous les objets sont au même endroit, où la densité et la température sont infinies, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors, cet instant du Big Bang, on n'est pas absolument sûr qu'il ait existé, parce que la physique à cet instant-là est un peu plus compliquée, mais supposons pour le moment qu'il a existé, et ça va nous permettre d'avancer à partir de là. Ce qui va se passer, c'est qu'avant d'arriver au moment du Big Bang, quand on remonte vers le passé, il va y avoir un moment où la densité et la température sont tellement importantes que le gaz qui remplit tout l'univers ne va plus être sous sa forme neutre, comme on le connaît autour de nous, mais il va être ionisé. C'est-à-dire quand on chauffe terriblement un gaz, les électrons autour des noyaux atomiques vont se séparer des noyaux atomiques et on se retrouve avec un milieu ionisé. D'accord ? La lumière ne se propage pas dans un milieu ionisé, alors que la lumière se propage très bien dans un milieu neutre. Donc ça veut dire qu'au moment où l'univers, cette fois on fait aller le temps dans le sens normal, au moment où l'univers passe de ionisé à neutre, une lumière est émise qui va traverser tout l'univers à ce moment-là. Cette lumière, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique et qui est l'un des objets principaux d'études en cosmologie aujourd'hui. En anglais, ça se dit Cosmic Microwave Background, donc l'acronyme c'est CMB, qui est celui que tous les physiciens utilisent. Alors on peut faire une analogie qui marche très très bien. C'est exactement la même chose que ce qui se passe à la surface du Soleil. L'intérieur du Soleil est à une température de 15 millions de degrés. Si on devait voir la lumière émise par une source de lumière à 15 millions de degrés, ce serait de la lumière extrêmement ultraviolette qui nous brûlerait instantanément. Or, le Soleil, on ne le voit pas ultraviolet, on le voit essentiellement jaune. La raison pour laquelle on voit essentiellement la lumière jaune du Soleil, c'est que ce qu'on voit, c'est la photosphère du Soleil, c'est-à-dire la partie externe du Soleil, loin du centre, où la température n'est qu'à peu près 6000 degrés. Ce qui est juste la température à laquelle le gaz qui forme le Soleil cesse d'être ionisé et devient neutre. Donc, on ne voit que la partie où la lumière est neutre. Donc, il se passe exactement la même chose avec l'univers. Au moment où l'univers passe de ionisé à neutre, une lumière est émise et vient jusqu'à nous. Alors, c'est une lumière qui va venir de tous les endroits dans l'univers simultanément. Donc, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on va pouvoir la regarder. Et on peut calculer que cette lumière a été émise environ 400 000 ans après le Big Bang. Alors, si on regarde une carte de tout le ciel de cette lumière,
de ce fond diffus cosmologique, eh bien, ça va ressembler à cette espèce d'ovoïde orange qu'on voit ici, qui est une carte de l'ensemble du ciel dans laquelle la température est exactement la même partout, de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 270,4 degrés Celsius. Si on retire la moyenne de cette carte et qu'on essaye de regarder en détail s'il y a des petites fluctuations, eh bien on va s'apercevoir qu'il y a effectivement des très petites fluctuations, mais elles sont absolument minuscules. On parle de fluctuations de l'ordre de 30 microdegrés, c'est-à-dire 0,00003 degrés. C'est-à-dire des fluctuations extrêmement petites. On peut se poser la question d'où viennent ces fluctuations. Eh bien en fait, on peut assez rapidement comprendre que ces fluctuations sont en réalité les perturbations primordiales qui plus tard vont donner lieu à la formation des galaxies. Évidemment, le fond diffus cosmologique a été émis 400 000 ans après le Big Bang, alors que les galaxies n'étaient pas encore formées. Donc on est dans un univers qui est extrêmement jeune, et ces petites fluctuations que l'on observe sont en fait les graines qui vont donner lieu plus tard à la formation des galaxies. Aux endroits où la densité était un peu plus importante, la température est un peu plus élevée, et ces zones sont devenues plus tard des amas de galaxies, des galaxies, etc., et nous. Donc ce qu'on est en train d'observer quand on observe une carte du fond diffus cosmologique, c'est l'univers dans sa prime enfance et les graines qui ont plus tard donné lieu à la formation des grandes structures qu'on observe dans l'univers. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est d'où viennent ces perturbations primordiales. Et en fait, c'est la question la plus fondamentale, une des questions, disons, les plus fondamentales de la cosmologie aujourd'hui. Si on observe la densité de l'univers autour de nous, comme c'est représenté sur la partie gauche de cet écran, où on voit ici une carte d'une tranche de l'univers dans laquelle nous, on a été placé au centre, et on va regarder la quantité de galaxies en fonction de la zone autour de nous, dans une tranche, eh bien on va voir que la distribution de la matière dans l'univers n'est pas tout à fait uniforme. Aux très grandes échelles, elle est uniforme, mais si on regarde un petit peu aux plus petites échelles, on va voir cette espèce de structure en éponge, qui a tendance d'ailleurs à rappeler la structure des neurones dans un cerveau, c'est assez amusant, avec donc des zones un peu denses et puis des grandes zones de vide qui les séparent. Ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans un univers évolué. Donc, est-ce qu'on peut faire des simulations numériques qui vont nous permettre de reproduire cette distribution de la matière dans l'univers? Eh bien oui, ça marche extrêmement bien. Et vous avez l'animation qui est en train de se dérouler ici. Donc le temps s'écoule. La valeur qu'on appelle Z ici, c'est la quantité de décalage vers le rouge. Donc plus Z est grand, plus on va vers le passé. Donc la Z diminue, ça veut dire que le temps s'écoule dans le sens positif. Et on voit ici la matière qui va s'effondrer sur les zones de surdensité, les surdensités primordiales dont on parlait tout à l'heure, et ces structures, tout à fait semblables à celles qu'on observe en réalité autour de nous, se former progressivement. Alors ici, on est en train de regarder une simulation numérique qui a pris des mois à tourner. C'est un résultat très intéressant. Mais pour faire cette simulation numérique, on a été obligé de supposer ce qu'on appelle des conditions initiales, c'est-à-dire les fluctuations primordiales, qui vont bien pour produire le résultat final. La question, c'est donc d'où viennent ces perturbations primordiales? Qu'est-ce qui a produit ces perturbations primordiales? Pourquoi elles ont cette forme-là, précisément, pour former l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui? Ça, c'est une question très importante en cosmologie aujourd'hui. Et la solution a été trouvée d'un point de vue théorique dans les années 80, c'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Alors là, c'est un phénomène qui se serait passé lorsque l'univers était encore plus jeune. Tout à l'heure, on parlait de 400 000 ans après le Big Bang. Maintenant, on est en train de parler de 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, c'est-à-dire 0,3501 seconde après l'instant du Big Bang, donc dans un univers extrêmement primordial. Et cette inflation, en fait, ce serait une période pendant laquelle l'univers aurait enflé d'un facteur 10 puissance 26, c'est-à-dire la taille de l'univers aurait été multipliée pendant cette fraction de seconde par 1 suivi de 26 zéros. Alors, c'est une théorie qui est absolument incroyable, mais qui résout une bonne partie des problématiques en cosmologie et qui semble tout à fait cohérente avec les observations qu'on a aujourd'hui, même si ça reste encore une hypothèse. La raison pour laquelle cette inflation cosmique va résoudre la question de la formation des fluctuations primordiales, eh bien c'est lié à ce qu'on appelle la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, c'est une théorie de la matière qui est assez compliquée, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais en mécanique quantique, la matière, la densité de matière, la présence d'atomes, de particules, va constamment fluctuer.
l'univers de la mécanique quantique n'est pas un univers stable, c'est un univers dans lequel constamment il y a des particules qui apparaissent, qui disparaissent, etc. C'est ce qu'on appelle les fluctuations quantiques. Eh bien, ce qui va se passer pendant l'inflation, c'est qu'au cours de cette considérable prise de volume, en quelque sorte, de l'univers, d'un facteur, encore une fois, de 10 puissance 26, eh bien, ces fluctuations quantiques vont elles aussi grossir, et à la fin de l'inflation, vont devenir des fluctuations de matière. Et il se trouve que quand on fait le calcul de la manière dont ces fluctuations quantiques vont évoluer au cours de l'inflation, on trouve à la fin exactement les conditions initiales dont on avait besoin pour faire la simulation numérique que je montrais tout à l'heure. C'est une des raisons pour lesquelles cette théorie de l'inflation apparaît comme très attrayante pour la plupart des cosmologistes. Parce que ça résout vraiment cette question de quelle manière on peut produire des fluctuations quantiques, des fluctuations de matière primordiale qui vont avoir la bonne forme pour correspondre à ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, un facteur 10 puissance 26 d'éloignement entre les objets dans l'univers, c'est ce qu'on peut appeler de la superdistanciation sociale cosmique. D'accord ? Chaque objet va donc être extrêmement éloigné les uns des autres à la fin de l'inflation. Il faut bien retenir que c'est toujours une hypothèse. Et donc, des tas de projets à travers la Terre, dans différents pays, s'emploient à essayer de découvrir les traces observationnelles de cette inflation. Alors justement, le projet dont j'ai le plaisir d'être responsable s'appelle le projet Cubic, et c'est un nouveau concept instrumental. Vous voyez l'instrument qui est représenté ici lors de ces tests au laboratoire à Paris, sur la droite de ce transparent. C'est un nouveau concept instrumental qui est dédié à la recherche des reliques de cette période de l'inflation. C'est ce qu'on appelle un interféromètre bolométrique, c'est un nom assez compliqué qui décrit assez bien la technique observationnelle qu'on va utiliser. Et l'idée avec Cubic, c'est d'observer le fond diffus cosmologique dont je parlais tout à l'heure, mais pas la température telle que je la montrais tout à l'heure, mais plutôt la polarisation de cette lumière, c'est-à-dire la manière dont le champ électrique qui constitue la lumière va se propager jusqu'à nous, dans quelle direction ce champ électrique se propage. C'est une collaboration internationale qui regroupe pas mal de chercheurs à travers plusieurs pays, la France, l'Italie, l'Argentine, l'Irlande et le Royaume-Uni. Et le lien avec l'Argentine ici est très clair, puisque le site d'observation dans lequel Cubic sera installé cette année, c'est près de San Antonio de los Cobres, dans le nord de l'Argentine, dans la province de Salta, sur un site à 5000 mètres d'altitude, dont vous voyez ici une photo avec une vue d'artiste sur laquelle on voit l'instrument Cubic tel qu'il sera installé cette année en Argentine. Alors je dis cette année, c'est évidemment si tout va bien, puisque l'installation de l'instrument dépend de la pandémie qu'on connaît aujourd'hui, mais on espère bien pouvoir installer notre instrument dans les tout prochains mois en Argentine, et ainsi tester la théorie de l'inflation et peut-être comprendre quels ont été les événements qui ont constitué les tout premiers instants de la vie de l'univers.